Alors cette fois-ci, je vais vous lire un livre qui m'a beaucoup plu, qui est paru en mars 2021, écrit par Jean-Louis Gouraud. Le cheval, c'est l'avenir. Qui peut encore faire le lien entre l'homme et la nature? Sûrement pas les robots. En préambule, rappel à l'ordre. L'interminable épidémie du coronavirus, devenue mondialement célèbre sous le nom de Covid-19, n'est toujours pas maîtrisée à l'heure où j'écris ces lignes. Est-il dans ces conditions bien raisonnable de se préoccuper de ce que sont et de ce que vont devenir les relations de l'homme et du cheval? Ce genre de question ne fait pas partie des 1000 sujets qui auraient pu paraître, sinon essentiels, du moins intéressants avant la pandémie, mais sont devenus soudain futiles, secondaires, dérisoires. Je crois le contraire. Car si l'apparition brutale d'un virus incontrôlable nous a appris quelque chose, c'est bien notre entière dépendance du monde infiniment petit et infiniment grand qui nous entoure. C'est bien notre fragilité dans un univers sur lequel nous avons, malgré nos prétentions, si peu de prise, si peu d'influence, si peu de moyens de pression. L'agression soudaine et brutale d'un ennemi microscopique aura eu au moins l'avantage de ce rappel à l'ordre naturel. Car ce même rappel à l'ordre que je m'efforce de lancer depuis 10 ans, avec les petits moyens dont je dispose, des articles, des préfaces, des chroniques, semés ici et là, dans lesquels je ressasse indéfiniment le sujet, auquel j'ai essayé de donner ici une forme plus homogène, plus cohérente et donc, j'espère, plus convaincante. Pour dire et redire que l'homme ne peut pas continuer à se couper ainsi des réalités de la vie et de la mort, en s'isolant dans le progrès, l'informatique, la robotique. Dire et redire que loin d'avoir été rendu obsolète par les formidables avancées des sciences, le cheval offre au contraire un espoir pour l'avenir de l'humanité. Dans une interview recueillie par Antoinette Delille pour Cheval Pratique en avril-mai 2020, c'est-à-dire au pic de la première vague de l'épidémie, je proférais encore et encore ce qui était alors et reste aujourd'hui mon intime conviction. Si les chevaux ne peuvent pas vivre ou survivre sans les hommes, à l'inverse, les hommes auront du mal à vivre sans les chevaux. Avec les progrès techniques, ils ont cru pouvoir s'en passer. Mais qui peut encore faire le lien entre l'homme et la nature, entre l'homme et le cosmos? Sûrement pas les robots. Le cheval, c'est l'avenir. Voilà plus d'un siècle qu'on s'acharne à vouloir démontrer à tout prix que le cheval, c'est le passé. Et voilà bien 10 ans que je m'acharne à proclamer le contraire. Le cheval, c'est l'avenir. L'acharnement auquel je fais illusion a réellement commencé dans les toutes dernières années du XIXe siècle, avec la publication, en 1899, du livre d'un certain Pierre Giffard, dans lequel ce journaliste passionné de bicyclette prend une espèce de malin plaisir à annoncer la fin du cheval, cet animal démodé, obsolète, périmé. Pensez, à quoi pourrait bien servir désormais cette grosse bête encombrante alors que des engins mécaniques peuvent le remplacer avantageusement? Pour ceux qui n'auraient pas bien compris, la société Michelin conçut à peu près au même moment une brochure destinée principalement aux agriculteurs, comparant les inconvénients du cheval aux avantages de l'automobile. Distribuée à des milliers d'exemplaires dans les campagnes de France et de Navarre, cette brochure compile les témoignages, authentiques on n'en doute pas, de viticulteurs, maraîchers, céréaliers ou même éleveurs de bétail, heureux et fiers d'avoir remplacé leur canasson par une automobile. En farfouillant chez un marchand de vieux papier, j'ai eu la chance de tomber un jour sur un exemplaire devenu rarissime de cet opuscule. Je ne résiste pas au plaisir de reproduire quelques-unes de la trentaine de planches de ce prospectus, fort bien dessiné par un illustrateur hélas anonyme.
Certains arguments utilisés font froid dans le dos et ruinent d'avance la cause qu'ils sont censés défendre. Depuis que j'ai une auto, dit un agriculteur de l'Allier, j'ai le temps de travailler au champ. J'ai supprimé mon ouvrier. Un autre originaire de la Somme. Avec l'auto, je passe à l'improviste voir si mes ouvriers travaillent. On entrevoit déjà ce que la mécanisation généralisée aura pour conséquence un siècle plus tard. Un désastre social. J'y reviendrai. Les 2 conflits mondiaux qui ont suivi ont confirmé le diagnostic. Incapable de rivaliser avec les forces mécanisées, le cheval fut définitivement ringardisé. En Union soviétique, où pourtant Staline avait autorisé, après la Révolution, la reconstitution de régiments montés, la fameuse cavalerie rouge du maréchal Boudioni, son successeur, le truculent Nikita Khrouchtchev, s'empressa d'expliquer que la seule utilité qu'on pourrait désormais trouver au cheval serait d'approvisionner les boucheries. Propos barbares ? On ne fit guère mieux en France où l'on ne trouva pas de meilleure idée. Nos chevaux de trait, dont la diversité faisait la gloire de notre patrimoine, furent reconvertis, faute de mieux, en chevaux appelés lourds. Non pas parce qu'ils étaient destinés à tirer de lourdes charges, mais simplement parce qu'on leur demandait de faire beaucoup de kilos de barbac. Face à ces nombreuses attaques en règle, le cheval a fait preuve d'une extraordinaire résilience et d'une exceptionnelle capacité à se métamorphoser, comme l'a très bien montré Claire Vellière dans un ouvrage que je recommande vivement, La fin du cheval, 2018. On y voit comment le cheval est passé du travail au loisir et de la guerre à la paix. Ayant cessé d'être utilitaire, mais sachant se rendre encore utile dans d'autres activités comme les sports, les courses, les balades et bientôt d'autres usages aux noms étranges, l'équithérapie, l'équicoaching, la médiation équine, etc. Le principal tournant se situe aux alentours de la Seconde Guerre mondiale. Ayant trouvé dans les chars, les tracteurs et les camions des outils plus performants que le cheval, on a essayé d'en faire une sorte de camarade de jeu. Gros succès. Alors que venait de naître ce qu'on a appelé la civilisation des loisirs, les activités équestres, sportives ou ludiques, connurent un développement foudroyant, en même temps, et ceci explique en partie cela, que se féminisait, et avec les poney clubs se puérilisait, l'emploi du cheval. Tout cela a gentiment prospéré au point que la Fédération française d'équitation devienne, avec 650 000 licenciés, la 3e fédération sportive de France après le foot et le tennis, jusqu'à ce que surgisse soudain, dans les années 2010, une nouvelle menace. De la même façon que le cheval a dû subir, voici un siècle, les assauts des modernistes appuyés par les coups de butoir des lobbies de l'automobile et des pneumatiques, il lui faut faire face aujourd'hui aux assauts d'idéologues, malheureusement soutenus par des politiciens et certains affairistes, cherchant à surfer sur la vague dans les 2 sens du terme, écologistes. Des propositions de loi visant à améliorer le bien-être des animaux de compagnie ont été déposées à la présidence de l'Assemblée nationale le 28 juillet 2020, peu de temps après qu'a été lancée, par des entrepreneurs ayant le sens des affaires et de la publicité, une campagne en vue de l'organisation d'un RIP, référendum d'initiative partagée, relatif au traitement des animaux. Avec une habileté qui frise la malhonnêteté, les auteurs de cette initiative l'ont intitulé « Référendum pour les animaux », qui pourrait être contre les animaux. En posant des questions auxquelles on ne peut répondre que par oui, on est sûr de remporter la victoire. Mais si la réponse est connue d'avance, pourquoi poser la question ? Qu'est-ce que cela cache ? Dans ce cas précis, une véritable menace sur l'élevage et l'emploi des chevaux. En y regardant de plus près, en effet, on s'aperçoit que, s'il est adopté, le référendum entraînera l'interdiction de l'élevage en cage, case, stall ou box à partir du 1er janvier 2025. Comment s'y prendra-t-on alors pour faire naître et élever des chevaux s'il n'est plus possible de protéger les poulinières parturiantes en les installant dans les box, fussent-ils spacieux, confortables et sécurisés ?